Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webcafé de la rentrée. Alors, on a des sujets vraiment très importants à voir pendant la demi-heure qui nous est réservée, notamment la fameuse PPV du 16 août 2022. Et il y a énormément d'autres mesures sociales qui sont intervenues au courant de l'été et qu'on va pouvoir voir pendant ce laps de temps. Alors, pour attaquer tout de suite sur ce qui nous intéresse le plus, la fameuse PPV. Donc, c'est la prime qui remplace l'ancienne PEPA et de manière pérenne. Alors, qui est concerné? Alors, vous verrez, il y a très peu de différence, mais très importante entre l'ancienne prime PEPA, pardon, la PEPA et la PPV. Alors, qui est concerné? Donc, tous les employeurs de droit privé, donc vous êtes ici concernés. Tous les établissements publics à caractère commercial, les EPA, les ESAT. euh, Au niveau des salariés, tous les salariés de l'entreprise sont concernés et vous le verrez, le tout a vraiment son importance cette fois-ci par rapport à la PEPA. Et également les intérimaires. C'est vrai que souvent on se demande, mais attention, est-ce que les intérimaires que j'ai dans ma société sont concernés ou non par la prime? Effectivement, il faut les prendre en compte. Ils ont les mêmes droits que les autres salariés dans l'entreprise. Donc attention, si vous versez la PPV, que vous avez des intérimaires, ils sont également concernés. Alors, concernant les nouveautés, il y en a plusieurs. Alors, la plus importante, ou en tout cas une des plus importantes, est que cette fois-ci, tous les salariés sont concernés sans condition de rémunération. Comme vous le savez, avant, vous aviez une limitation à 3 SMIC pour bénéficier des exonérations. Cette fois-ci, il n'y a plus aucune condition de salaire. Donc, même pour les plus hauts salaires que vous avez chez vous, au-delà des 3 SMIC, ils pourront bénéficier des exonérations sur le versement de cette PPV. Donc ça, c'est vraiment un changement assez important. Bien entendu, une des nouveautés également, c'est que par ce biais-là, le fait que vous avez inclus, vous pouvez inclure tous les salariés de votre société, vous pouvez également prévoir un plafond. Donc on parle ici de plafond et non pas de plancher, au-dessus duquel vous pouvez très bien préciser que tel et tel salarié, au-dessus d'un certain niveau de salaire, ne percevront pas cette prime-là. Le principe est toujours le même qu'avant, c'est pour le pouvoir d'achat, donc vise principalement les salaires les plus bas. Donc on ne peut pas exclure les salaires les plus bas, mais on peut exclure les salaires les plus hauts. Lorsque l'employeur souhaite passer par une décision unilatérale, alors que vous avez un CSE, il est important de mentionner que le CSE est cette fois-ci consulté et non plus simplement informé, ce qui était le cas auparavant. Donc là, encore une fois, il faudra être assez vigilant sur cette nouveauté lorsque vous rédigerez notamment vos PV de réunion CSE, de bien marquer consultation. C'est important en cas de contrôle URSSAF, par exemple. Si on vous demande le PV, il faudra pouvoir en justifier de la consultation afin de maintenir les exonérations. On l'a déjà vu plusieurs fois, ça peut dépendre des contrôleurs, mais si vous avez un contrôleur qui est à cheval sur les règles, il voit que le CSE n'a pas été consulté, il pourrait très bien décider de redresser l'intégralité de la prime, voire des primes s'il le fait sur plusieurs années, et si la mention n'apparaît pas. Donc ça, c'est également quelque chose d'important. Le versement de la prime peut se faire rétroactivement du 1er juillet 2022 à partir du 1er juillet 2022 tout simplement. Et cette fois-ci, le changement est que vous pouvez le faire en une fois ou en plusieurs fois. Alors déjà, pour répondre à un certain nombre de questions par rapport à ça, on prévoit une fois le montant, quand vous avez décidé de le matérialiser dans votre décision unilatérale, par exemple, et ensuite on le divise en plusieurs fois. On le verra après dans la limite d'une fois par trimestre au cours de l'année civile. Donc on ne détermine pas à chaque versement de nouvelles conditions de calcul, on les détermine une fois pour le versement en plusieurs fois sur l'année civile. Alors, au niveau du principe, vous avez sans doute pu en entendre parler, on parle du triplement des plafonds. Auparavant, on pouvait verser la prime dans la limite de 1 000 € ou 2 000 €. Donc cette fois-ci, on triple le plafond, donc on n'est plus à 1 000, mais on est à 3 000, ou au lieu de 2 000, on passe à 6 000 potentiellement. Donc le principe, c'est que les entreprises, toutes les entreprises qu'on a évoquées dans le premier slide, peuvent verser la PPV, donc prime de partage de la valeur, si je ne l'avais pas déjà précisé au départ, avec une défiscalisation, exonération de cotisation et de contribution sociale dans la limite de 3 000 € par an et par bénéficiaire. Donc ça, c'est le principe. L'exception, de manière assez simple, c'est que à partir du moment où vous mettez en place dans votre société ou que vous avez déjà en place
de l'intéressement ou de la participation de manière volontaire, votre plafond passe automatiquement à 6 000 euros. Donc, si je reprends la règle, vous avez une entreprise de moins de 50 salariés, ben, dans ce cas-là, ni l'intéressement ni la participation est obligatoire. Donc, si vous en mettez un des deux en place, cela vous permet de passer sur les 6 000 euros. Vous avez une société de plus de 50 salariés, la participation est obligatoire, donc en soi, elle ne vous suffit pas à tripler le plafond et à passer à 6 000 euros. Mais par contre, si vous mettez en place de l'intéressement, vous pouvez tripler le plafond. Alors, il y aura sans doute qu'un impact très faible. Si on reprend les statistiques, je crois, de 2021, sur les 4 ou 5 millions de travailleurs qui ont perçu la prime, le montant moyen était de 500 euros. Donc, bon, passer de 3 000 à 6 000, je pense que les cas devront être assez restreints. Alors, une autre nouveauté encore, hein, donc on reste toujours sur les mêmes conditions de modulation de la prime, hein, comme on le connaissait avant, hein, donc le salaire, le niveau de classification, comme par exemple l'échelon, le temps de présence effectif sur l'année écoulée et la durée de travail prévue au contrat. Ça, c'est les critères qui existaient avant. Je reviens juste rapidement sur le temps de présence effectif sur l'année écoulée. C'était posé plusieurs fois la question sur l'ancienne PEPA. À partir de quand je calcule mes critères? Est-ce que c'est les 12 mois qui précèdent le versement ou est-ce que c'est les 12 mois qui précèdent la date de la décision unilatérale, par exemple? Alors, avec l'ancienne PEPA, de mémoire, on avait changé de règle, alors qu'ici, les deux facultés restent ouvertes. Donc, vous pouvez décider soit de faire vos calculs à partir de la date de la décision ou à partir de la date du versement de la prime. Et du coup, le critère qui apparaît, critère vraiment très important et qui, je pense, était très attendu, c'est le fameux critère de l'ancienneté. Donc cette fois-ci, vous avez la possibilité de partir sur l'ancienneté globale du salarié et vous n'êtes pas simplement restreint à l'année écoulée pour ce critère-là. On voit comme on se rapproche énormément de l'intéressement et de la participation, hein, parce que on peut décider, contrairement à l'intéressement, du montant qu'on verse. Vous avez, comme dans l'intéressement et la participation, le choix de pouvoir moduler entre le salaire et l'ancienneté, par exemple. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le gouvernement a aussi conditionné le triplement des plafonds à la mise en place volontaire, hein, pour éviter que effectivement l'intéressement perde vraiment en succès, on va dire, hein. Ils ont été obligés de compenser en mettant un peu des carottes pour que ça ne parte pas complètement en désuétude et qu'on continue tout de même à mettre ces dispositifs en place. Même si on imagine mal, admettons une société de plus de 50 salariés qui a déjà de la participation, elle veut tripler les montants, en plus de la participation, elle va devoir mettre de l'intéressement, et elle veut tripler les montants, verser plus que 3 000 euros, ça paraît vraiment peu probable, c'est vraiment énorme. Voilà pour les critères, sachant que si vous utilisez tout autre critère, vous n'êtes pas éligible aux exonérations. Une autre précision sur une question qui revient aussi très souvent, c'est est-ce que avec un des critères de modulation, je peux arriver à verser 0 à un salarié? Alors encore une fois, ce n'est pas le cœur de la loi. On n'a pas encore de jurisprudence sur la question, même si tous les textes et toutes les FAQ du gouvernement tendent à dire qu'on ne peut jamais verser 0. Donc j'ai toujours une préférence pour dire, écoutez, si vous souhaitez, ce qui peut se comprendre, verser moins à un salarié qui vient d'arriver dans votre société, prenez un critère de modulation en fonction par exemple de l'ancienneté, et puis vous lui versez peut-être 10 euros, 5 euros, 20 euros, je ne sais pas, mais au moins il a un montant de verser qui sera proportionnel à son temps de présence. Parce que indiquer que les salariés de moins de 3 mois ne bénéficient pas de la prime, ça c'est sûr et certain, ça ne passera pas. Il y aura un redressement URSSAF, hein. Donc il vaut mieux verser un montant minimal, ce que les salariés comprendront si la règle est bien expliquée, plutôt que de ne rien verser du tout. Donc sur les autres nouveautés, ce qu'on peut noter, c'est que les associations, fondations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général, les associations cultuelles ou de bienfaisance, les ESAT, eux, ne sont pas concernés pour le doublement des plafonds aux autres conditions, hein. Donc eux, d'office, ils peuvent verser jusqu'à 6 000 euros. Voilà, c'est une règle qui devrait moins vous concerner. Le critère de l'ancienneté a été rajouté comme on l'a indiqué. Contrairement à l'ancienne PEPA,
pour lequel on pouvait verser jusqu'à 2 000 € sans autre condition, si on avait moins de 50 salariés. Donc ça, comme on l'a vu, ça n'existe plus. De même que pour valoriser les salariés de la deuxième ligne, hein, ces deux conditions-là ne sont plus du tout évoquées dans le nouveau texte, hein. Donc le triplement pardon, des plafonds est vraiment réservé au point qu'on a vu avant, mise en place volontaire d'intéressement participation. Le critère lié aux conditions de travail Covid, de même que les autres, hein, n'existe plus, hein. Alors, là, on va rentrer sur une partie un peu plus technique, un peu plus compliquée, pour ceux qui aiment un peu la fiscalité. Sur les 2 slides qui suivent, il faudra être assez vigilant, sur, l'année 2022 au 31 décembre 2023, parce qu'on aura un système, différent de ce qui va exister par la suite. Parce que, comme on l'a expliqué avant, la PEPA était votée d'année en année. Donc le gouvernement devait décider à chaque fois, «Ah ben, on va renouveler, on va renouveler, on va renouveler». Là, cette fois-ci, c'est vraiment pérennisé. Donc, d'année en année, vous allez pouvoir, utiliser, ce système, on le verra après, hein, sans forcément devoir rédiger un acte tous les ans. La différence donc, vous avez une distinction au niveau du salaire pour cette année ici, encore présente jusqu'à fin 2023. Pour les salariés qui ont une rémunération sur les 12 mois qui précèdent le versement inférieure à 3 SMIC annuels. Donc on voit bien ici qu'on reprend un peu les conditions de la PEPA, hein, qu'on avait pour ceux qui dépassaient et ceux qui étaient en dessous, hein, qui pouvaient bénéficier de l'exonération. Donc la partie que je suis en train de citer de gauche, pour ceux inférieurs à 3 SMIC, a vocation à disparaître. La partie de droite deviendra le principe à partir de 2024, on le verra après. Donc pour cette année encore et l'année prochaine, pour les salariés sous 3 SMIC, il y a une exonération de CSG, de CRDS, exonération de cotisation salariale patronale, ça restera toujours le principe, pas de forfait social, exonération d'IR dans la limite de 6 000 € par bénéficiaire, et par contre une intégration dans le revenu fiscal de référence. Pour les salariés qui sont supérieurs ou égaux à 3 SMIC, là, par contre, on a toujours l'exonération et cotisation sociale. C'est ce qu'on a vu tout au début, hein, dans le premier slide. Donc, elle bénéficie vraiment à tout le monde, hein, cette exonération, peu importe le salaire. Par contre, assujettissement à la CSG, CRDS, au forfait social, et la PPV est soumise à l'impôt. Ensuite, à partir de 2024, on passe sur la partie de droite qu'on a vue avant pour tout le monde, c'est-à-dire exonération de cotisation salariale patronale, peu importe le salaire, hein, donc ça c'est vraiment la nouvelle règle, assujettissement à la CSG CRDS, au forfait social pour les, je ne l'ai pas précisé avant, mais pour les entreprises d'au moins 250 salariés, impôt sur le revenu, et voilà. Donc, pour tous les salariés, le même régime à partir de 2024. Donc, ce qu'on peut conseiller déjà d'office, c'est que si vous souhaitez verser cette prime en une fois ou en plusieurs fois, l'intérêt est vraiment de le faire avant 2024. Si vous la versez en plusieurs fois, autant privilégier un plus gros montant fin d'année 2023, quitte à, à ne pas en verser en 2024, pour bénéficier effectivement encore de ces avantages pour les salariés qui seraient sous les 3 SMIC. Autre point, comme vous voyez qu'il y a une différence entre le niveau du SMIC, on imagine que si vous avez décidé, par exemple, ou vous allez décider de verser cette prime en plusieurs fois dès maintenant, on déconseille de la verser en plusieurs fois avant 2024. Parce qu'admettons que vous avez un salarié qui est sous le SMIC au moment de votre premier versement, vous lui octroyez une augmentation de salaire au deuxième trimestre, il perçoit de nouveau le même montant de la PPV, on voit qu'au niveau du régime fiscal, il ne sera pas logé du tout à la même enseigne. On risque d'avoir des difficultés, donc c'est faisable. Mais les versements en plusieurs fois risquent d'amener des soucis. Autre souci que cela peut amener, et même d'une manière durable, vous pouvez très bien aussi avoir un salarié qui dit dès le deuxième trimestre quitte la société. Et selon le texte, vous serez contraint de lui verser la PPV, soit d'un coup, hein, pour toute l'année écoulée, soit de faire des soldes de tout compte successifs à chaque versement. Vous ne pouvez pas, dans la décision unilatérale ou l'accord de base, décider que la prime ne sera versée par trimestre uniquement sous condition de présence. Ça ne sera pas possible parce que, comme on l'a expliqué tout au début, les conditions sont déterminées au début. Donc, quand vous faites la décision avec le premier versement, ensuite, c'est acquis pour la suite. Donc,
Un salarié qui quitterait tout de suite après le premier versement ou même avant, mais qui serait inclus dans votre DU de départ, aurait le droit à la prime tout au long de l'année. Donc il vaut peut-être mieux la verser à la fin de l'année en calculant les 12 mois précédents plutôt que de l'inverser déjà, de calculer les montants au début et ensuite d'être un peu pris au piège avec des salariés qui seraient partis, peut-être pas dans de bonnes conditions et à qui vous seriez contraint tout de même de verser cette prime. Voilà pour la partie fiscale et pour ce fameux versement en plusieurs fois. Si vous avez versé une PEPA et une PPV en 2022, ce qui est possible, hein, quand vous pouvez verser encore l'ancienne PEPA jusqu'au 31 mars de mémoire, hein, et que vous décidez de verser une PPV maintenant, il y a une exonération d'hier dans la limite de 6 000 euros. Par contre, pas de plafond au niveau du cumul social, hein. Donc là, vous bénéficierez d'une exonération sociale des cotisations, peu importe le montant que vous décidez de verser. Ce qu'il faut également prendre en compte, si vous versez des petits montants, c'est que parfois vous avez les salariés qui ont le droit de bénéficier de certaines aides. Euh, des aides de la CAF, par exemple. Et du moment qu'ils dépassent les plafonds même d'1 euro, ils perdent les aides pour le reste de l'année. Donc là aussi, il faut être vigilant, même si, bien sûr, ce sont des situations que vous ne pouvez pas anticiper parce que vous ne connaissez pas la situation personnelle de vos salariés. Formulation et vigilance concernant la PPV. Donc, vous pouvez indiquer des éléments du type le montant de la prime exceptionnelle est fixé à prendre un montant fixe, comme on l'a vu, hein, sans modulation, le même montant pour tout le monde, modulé en fonction de un ou plusieurs critères, hein, comme on l'a vu. Donc, on peut combiner les critères, 1, 2, 3, 4 critères en même temps. Bien sûr, le plus simple est d'en avoir un. Une autre particularité assez étrange, c'est que la loi précise que sont assimilés à du temps de travail, du temps effectif, hein, et ne peuvent faire l'objet d'aucun prorata les congés au titre de la maternité, la paternité, l'accueil ou l'adoption d'un enfant, l'éducation parentale, la maladie d'un enfant ou la présence parentale. Peut-être que ça vous a déjà, dans un premier temps, choqué, mais les ATMP n'apparaissent pas. Alors que pour l'intéressement, par exemple, on ne peut pas réduire l'intéressement pour l'ATMP. C'est peut-être un oubli, mais en tout cas, dans le texte d'origine, on peut proratiser le versement de la prime en fonction des ATMP, ce qui est plutôt étrange. Mais en tout cas, vous avez la liste ci-dessous, et en tout cas, cette phrase-là n'apparaît pas. À voir pour la suite si on a un changement. Ensuite, la prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes, titulaires d'un contrat de travail, donc là on peut mentionner hein, intérimaire, etc. Perçoivent une rémunération inférieure à, si vous avez décidé d'en exclure certains, et surtout, l'un des points considérables, c'est surtout préciser la modulation. Oui, pardon, ATMP, arrêt de travail, maladie professionnelle, merci Michael. Préciser donc la mention hein, concernant le fait que ce soit une consultation, et surtout par rapport à la grande différence par rapport à avant, il faut absolument mentionner une date de fin. Si vous avez une décision unilatérale, que vous ne mettez pas de date de fin, elle est à durée indéterminée. Et donc, vous serez contraint de la verser chaque année jusqu'à la dénonciation de la prime. Donc, attention de bien indiquer une date de fin. Il en va de même en cas d'accord. Si vous mettez en place un accord, il faut bien prévoir une date de fin. Sinon, il est automatiquement prévu pour 5 ans. Donc attention à ça, bien prévoir une date de fin. Il ne faut pas le publier, ce n'est pas très contraignant. Donc si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez verser, autant en faire une pour une année. Vous reprenez le même modèle l'année d'après et vous le faites d'année en année. C'est peut-être plus simple que de s'engager tout de suite sur plusieurs années. Ensuite, il ne nous reste plus beaucoup de temps et beaucoup de mesures à voir encore. Pour les autres mesures sociales, vous avez les titres restaurants. Alors, normalement, nous pouvons utiliser les tickets restaurants seulement dans une certaine limite. La loi permet désormais jusqu'au 31 décembre 2023 de les utiliser également pour des produits qui sont non consommables directement, tels que la farine, l'huile, voilà, d'autres produits de ce type, comme les œufs. Voilà. Donc, on peut un élargissement de l'utilisation des tickets restaurants. Vous avez aussi une revalorisation des plafonds. Globalement, c'est 4%. Donc, sur la prise en charge d'exonération limite pour les tickets restaurants, on passe de 5,69 à 5,92. Ça, c'est selon la loi de finances rectificative qui est parue au même moment que la loi pouvoir d'achat le 16 août. Autre mesure très importante, vous avez peut-être déjà eu la note d'information du service social de chez nous, déblocage exceptionnel de l'épargne salariale avec exonération d'impôts. Jusqu'au 31 décembre 2022,
vos salariés peuvent demander le retrait en une seule fois dans la limite de 10 000 € et ces sommes doivent servir exclusivement à l'achat de biens ou de prestations de services. Vous avez l'obligation de les informer via une note, si ce n'est déjà fait, vous pouvez nous demander, on vous envoie un modèle de note à envoyer à vos salariés dans lesquels on les prévient qu'ils peuvent le faire. Les abondements sont concernés, mais pas les dispositifs d'épargne retraite collectif, non concernés par ce retrait. Les contrôles se feront auprès des salariés, pas auprès de vous, hein. C'est pour ça que dans la note d'information, il est précisé aux salariés de bien conserver les preuves d'achat des biens ou des prestations de services. Donc, ce n'est pas à vous de les recueillir, mais c'est à eux de les conserver pour qu'en cas de contrôle, ils ne soient pas redressés sur le montant des impôts par rapport à cette somme qu'ils auraient récupérée. Donc, voilà pour cette mesure sur l'épargne salariale. La loi de finances rectificative pour 2022, donc les autres mentions que j'ai essayé de scinder vu le format que nous devons respecter. Pour faire simple, vous avez les frais de transport public, les abonnements que vous devez obligatoirement prendre en charge en tant qu'employeur, hein. Normalement, vous avez une limite de 50% de prise en charge avec exonération de contributions et de cotisations sociales. Alors, normalement, on peut aller plus haut, il y a une tolérance, hein, si le lieu de domicile de votre salarié n'est pas pour des contraintes ou un motif personnel. Il s'éloigne énormément du travail. Si c'est pour convenance personnelle, il ne peut pas bénéficier au-delà de 50%. Mais là, le gouvernement passe bien aux 75%, même si c'est pour des convenances personnelles que votre salarié habite très loin de l'entreprise. Voilà pour ce plafond. Heures supplémentaires, alors ici on a une défiscalisation qui passe de 5 000 à 7 500 € rétroactivement au 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2025. On avait cette mesure qui était toujours prolongée, là on l'a d'office pour 3 ans, donc c'est plutôt une bonne chose. Autre mesure phare, le rachat des RTT. Alors, vous avez la possibilité de racheter les RTT de vos salariés. Alors, la question qui se pose, c'est quel RTT? Alors, déjà, pour ceux qui pensaient pouvoir le faire, ça ne concerne pas les RTT de vos salariés en forfait jour. Ça ne les concerne pas. Ils ont déjà un autre dispositif qui existe depuis des années, hein, non défiscalisé bien entendu, puisque la mesure est censée aider les bas salaires, hein. Donc, les salariés forfait jour, ça ne marche pas. Ça ne concerne que les salariés qui auraient des RTT, soit dus à leur convention collective que vous avez mis en place via votre convention collective, ou via des anciens accords qui dateraient d'avant 2008. Parce que depuis 2008, vous ne pouvez plus mettre en place d'accords proprement dit RTT. Donc c'est soit vous avez un vieil accord d'avant 2008 RTT avec des salariés qui cumulent des RTT, soit vous avez une convention collective qui vous le permet. Mais dans tous les autres cas, vous ne pouvez pas décider désormais de mettre en place un accord RTT si ce n'est pas prévu dans votre convention collective, et donc vous ne pouvez pas bénéficier de ce système. Donc ce n'est pas pour les forfaits jours. C'est pour ceux acquis à partir de début d'année. Donc, si vous avez des salariés concernés avec des compteurs des années précédentes, ça ne marche pas non plus, hein. C'est vraiment pour ceux acquis à partir du 1er janvier 2022. Donc, attention de ne pas non plus les payer trop rapidement et de bien attendre l'acquisition, si c'est au mois ou à l'année, pour les payer. Les allocations forfaitaires repas, alors là, on attend aussi un arrêté, mais comme pour les tickets resto, il y a une revalorisation de 4%, c'est-à-dire que si vous versez une indemnité pour les repas pris sur le lieu de travail parce que vous n'avez pas de réfectoire, l'allocation passe de 6,80 à 7,07. De même, si votre salarié est contraint de manger en dehors de l'entreprise, mais pas dans un restaurant, parce qu'il a un chantier à l'extérieur, hein, on passe de 9,50 à 9,88. Et pour le salarié contraint de manger dans un restaurant, on passe de 9,40 à 20,18 € en principe. On a simplement fait le calcul, hein, les 4%, on attend encore l'arrêté. Enfin, l'avant-dernière mesure, c'est sur la prime transport. Pour faire simple, vous avez le droit, déjà anciennement, de payer jusqu'à 200 € de carburant à vos salariés par an. La condition est que vous ou votre salarié n'ait pas de moyen de transport à proximité donc soit de son lieu de domicile, soit de son lieu de travail. Vous travaillez quelque part où il n'y a pas de transport en commun, vous pouvez verser jusqu'à 200 €. Vous avez un moyen de transport, mais c'est incommode. Admettons que vous êtes parisien, vous devez changer 5 fois de métro, c'est incommode. Votre employeur peut vous payer jusqu'à 200 € de carburant par an.
Le gouvernement a décidé de monter ce plafond à 400 € et sans condition, cette fois-ci, de ne pas avoir de moyens de transport à disposition. C'est-à-dire qu'ils élargissent énormément le champ d'application, notamment dû à l'évolution du prix du carburant. Donc, vous pouvez très bien maintenant décider sur 2022 et 2023 de verser une indemnité carburant exonérée à vos salariés. Ce qu'il faut bien noter aussi, c'est que du moment que vous avez exonération de cotisation, cela signifie égalité de traitement entre les salariés et valable pour tous. Donc si vous avez 2 salariés, 3, 4, 5 dans une même situation, vous ne pouvez pas décider de verser cette indemnité à un salarié et de ne pas la verser aux autres. Il faut vraiment respecter un principe de l'égalité. Si vous avez un salarié à qui vous mettez à disposition un véhicule de la société, mais pas le carburant, il est dans une situation différente qu'un salarié qui n'aurait pas de véhicule. Donc là, vous pouvez éventuellement distinguer en disant, ben, ce salarié n'a pas de véhicule, je lui verse l'indemnité transport, celui-là, il a un véhicule, donc je ne lui verse pas. Donc voilà, vous pouvez compenser le prix du carburant grâce à cette indemnité. Donc on le voit, hein, le gouvernement essaie de multiplier les moyens pour vous de verser des primes, des indemnités, sachant que l'APPV ne remplace pas un élément du salaire, hein, ça c'était comme avant, hein, donc je préfère le préciser. Mais si vous vous posez un peu des questions, ça mérite un peu de réflexion, vous pouvez parfois faire des économies de charges en versant, plutôt que de verser une prime, vous versez une prime transport, une PPV, plutôt que de mettre en place quelque chose de nouveau. Donc voilà un peu pour les dispositifs. Nous sommes arrivés au bout de la présentation. On a en principe 15 minutes de questions-réponses. On sera un peu plus court et je vous écoute. Alors, je sais qu'on a été très très rapide. Le sujet était tellement vaste, on a déjà dû scinder énormément les sujets abordés. Mais c'est vrai qu'il y a énormément d'autres mesures. J'en profite aussi pour préciser qu'il y a un nouveau projet de loi sur le plein emploi qui est sorti début d'année. Et, euh, et on attendra la loi définitive hein, pour développer ce sujet. Pour les sociétés qui n'ont pas de CSE, vous mettez en place une décision unilatérale, tout simplement, de l'employeur. Donc, vous prenez un document, on peut vous accompagner là-dessus, et puis vous décidez vous-même des éléments que vous souhaitez mettre dedans, la répartition. Et dans ce cas-là, vous devez informer vos salariés de cette mise en place. Donc, ce que vous devez faire, c'est que vous devez, en principe, donner la version de la décision unilatérale à chacun de vos salariés et les faire émarger sur une feuille d'émargement afin qu'en cas de contrôle URSSAF, vous puissiez justifier d'avoir respecté les conditions, c'est-à-dire avoir informé vos salariés. Je sais que peu d'entre vous le font, mais en cas de contrôle, c'est important d'avoir ces éléments. Et de toute façon, autant que les règles de répartition soient claires, il ne faut pas mettre qui reçoit quoi, mais simplement comment le calcul a été réparti. Alors, c'est certain que si vous avez que 2 ou 3 salariés dans votre société, selon le critère que vous choisissez, ça va être plus ou moins facile pour les uns et les autres de deviner combien les autres ont eu. Mais en tout cas, voilà, pas de CSE, décision unilatérale que vous pouvez mettre en place avec émargement. Là, on voit aussi une des difficultés, c'est que avant, ce qui se faisait un peu, même si on n'avait pas le droit de le faire, c'est que vous étiez tenté de verser une prime Macron, anciennement Macron, à un moment donné, et finalement, plus tard dans l'année, vous disiez, ah ben si j'avais su, j'aurais peut-être versé plus, ce qui n'était pas possible. Du coup, certaines personnes déchirer, on va dire, la première décision unilatérale, la réécrivez en date précédente hein, et mettez dedans, il y aura un second versement plus tard. Et donc, vous pouvez gonfler le montant. Cette fois-ci, comme on passe par une consultation du CSE, c'est un peu plus délicat de tricher de cette manière parce que ça veut dire qu'il faut reconsulter le CSE et pas certain que selon la taille de votre CSE, il soit d'accord pour antidater vos documents. Donc, autant bien prévoir les versements tout de suite, quitte à refaire une DU l'année d'après et verser plus à ce moment-là. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à demander à votre gestionnaire social chez nous. Tout le monde est au courant. On attend encore beaucoup d'informations de la part du gouvernement sur certaines modalités de versement. C'est un système tout nouveau, donc il va falloir s'adapter. Mais en tout cas, ils ont essayé de faire au mieux, sauf pour cette partie un peu spéciale que vous avez vue sur la défiscalisation, pardon, l'imposition sur les revenus hein, qui est particulière pour les moins de 3 SMIC.
Voilà, bah, écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, je vous remercie de votre présence, de votre participation et je vous dis, rendez-vous pour le prochain web café qui sera, au mois d'octobre. Bon après-midi.